Bonsoir à tous et bienvenue dans le salon de ma maison pour cette dernière vidéo du chapitre consacré au commerce international. Alors on va s'intéresser à la dernière facette qui va être les limites du commerce international, puisque ce qu'on a vu jusqu'à présent fait que ça se passe bien, et on va voir les limites, les critiques qu'on peut apporter à ce qu'on a vu. Alors, on peut donner deux grandes catégories de limites. On va commencer par la première qui est la plus facile. C'est une critique de la thèse de Ricardo. Si on a donc un territoire qui est soumis à une compétition mondiale, puisqu'on a une compétition entre différents territoires, entre différents travailleurs, des travailleurs d'un pays A vont être mis en compétition avec des travailleurs du pays B, et c'est les travailleurs qui vont avoir le meilleur avantage, qui vont emporter l'implantation des entreprises DFTN, l'implantation des usines plutôt DFTN. Donc on a une mise en concurrence à l'échelle mondiale des différents travailleurs vis-à-vis de leur compétitivité, de leurs coûts, de leur qualification, ce qui en fait de fait va créer des endroits qui vont être plus compétitifs que d'autres dans certains domaines, donc des endroits où il va y avoir un chômage qui va être plus important. Vous avez tous entendu parler, là aujourd'hui j'ai entendu à la télé, il y a le procès des employés de Goodyear à Amiens, parce que Goodyear a délocalisé l'usine qui fabriquait des pneus. Tout simplement, on a relocalisé l'usine à un endroit où c'était considéré comme étant plus compétitif, une compétitivité de prix, là, pour le coup. Si le commerce international, l'augmentation du commerce international contribue à une baisse générale des prix, donc à des biens, des produits de consommation qui sont moins coûteux, en fait c'est vrai à une échelle globale, mais c'est une mondialisation qui crée deux groupes de personnes. On va avoir ceux qui vont acheter les biens, qui vont plutôt être gagnants, puisque le prix global des biens va baisser. Vous achetez un pneu, le pneu est moins cher, voilà, vous êtes content, c'est cool la mondialisation. Par contre, si vous êtes employé de l'usine de Goodyear, vous êtes au chômage, la mondialisation c'est pas cool du tout parce que vous n'avez plus de boulot. Donc on a deux groupes de personnes, des gagnants, des perdants, qui subissent la mise en concurrence, et tous ceux qui vont exercer des professions qui sont jugées plus compétitives dans d'autres territoires vont voir leurs emplois menacés avec les délocalisations. Même si on peut avoir un effet qui va être bénéfique pour l'économie à l'échelle globale avec des produits de consommation moins coûteux qui engendreront une croissance globale. Donc ça c'est le premier point. Et on peut compléter ce point en mettant en relief le fait qu'il y a des pays qui vont se spécialiser dans des activités porteuses, des activités qui ont des perspectives d'avenir, et des pays qui vont se spécialiser dans des activités moins porteuses, avec moins de perspectives d'avenir. Si vous vous spécialisez dans la culture de carottes, c'est carrément moins serein pour l'avenir que si vous avez un avantage comparatif ou absolu dans l'ingénierie aéronautique, l'informatique. On est d'accord que si la Silicon Valley, ça donne plus envie d'investir que la culture des petits pois. Voilà. Donc plus vous avez une activité porteuse, plus vos perspectives d'avenir vont être bonnes, et meilleure sera votre compétitivité qui va elle-même se renforcer. Là aussi, il y a un effet cumulatif qui peut se créer. Donc voilà, première limite. La deuxième limite, elle a trait au protectionnisme. Alors pour le protectionnisme, on en a déjà parlé, il y a deux grandes façons de faire du protectionnisme. On va avoir le protectionnisme tarifaire, vous mettez une barrière douanière et vous dites voilà, on met tant de pourcents d'impôts et tac, du coup il n'y a pas de produits qui rentrent et qui font concurrence dans notre territoire, parce que les droits de douane sont tellement élevés que la concurrence prix, c'est mort, on ne peut pas. Ou alors vous êtes un petit peu plus sourd parce qu'il y a l'OMC, il y a des traités, tout ça, alors vous ne pouvez pas mettre des droits de douane, et puis vous dites voilà, tel produit, on va mettre des normes, comme ça on ne peut pas les vendre sur notre territoire. Par exemple, nous, dans l'Union Européenne, les OGM à consommation courante, interdit. Du coup, pas de maïs américain chez nous. Il y a des normes aussi pour l'élevage, le traitement des animaux, qui fait qu'on a peu de viande qui vient des États-Unis ou de Chine. Mais en contrepartie, ils font plein de normes bizarres, et par exemple, on peut difficilement vendre du vin ou du fromage français aux États-Unis parce que c'est cru, et eux, ils pasteurisent tout. Sauf que le fromage pasteurisé, c'est pas beau. Du coup, voilà. Bref. Et il y a une troisième technique, c'est le dumping. Le dumping, en fait, ça consiste à accorder des subventions
vous ne mettez pas de barrière tarifaire, vous ne mettez pas de quota, mais vous allez donner beaucoup d'argent à une entreprise que l'État va soutenir pour la rendre artificiellement compétitive. Pendant longtemps, l'État français a soutenu des entreprises comme EDF, Areva, même encore aujourd'hui pour Areva, et leur verser des sommes d'argent très importantes pour qu'elles soient compétitives, pour diminuer leur coût de fonctionnement. Voilà, ça c'est une troisième technique. Alors le protectionnisme, il y a deux auteurs qui l'ont étudié, un allemand, Friedrich List, L-I-S-T, qui lui a mis en valeur le fait que le protectionnisme n'est pas forcément quelque chose de négatif. Il y a un protectionnisme éducateur pour Linz. Si on a nos territoires qui sont en concurrence, on a un pays A qui a des personnels très bien formés, on a un pays B qui est un pays en voie de développement. Normalement, la FTN du pays A va délocaliser sa production dans le pays B, sauf que elle va y faire une production à faible valeur ajoutée, et ça ne permettra pas au pays B de se développer véritablement. Il ne va pas y avoir un transfert de technologie. On va exploiter, pas au sens marxiste, exploiter au sens faire travailler des ouvriers dans des usines pour ensuite réexporter vers le pays A où les biens de consommation pourront être vendus et consommés, puisque c'est là qu'il y a le marché avec les gens qui ont l'argent pour acheter le produit. Donc Linz dit que dans ce cas-là, on peut avoir un protectionnisme éducateur. Le temps de former une population, le temps d'avoir une industrie qui va se développer, d'avoir des technologies qui se développent, dans ce cas-là, on a le droit de faire du protectionnisme. Pour Linz, c'est un protectionnisme éducateur, ça permet à un État de développer une branche, un secteur industriel. Un truc qui marche bien, alors c'est pas très sympa, mais dans l'industrie d'armement, c'est un secteur stratégique pour les États. Donc si vous voulez développer votre propre industrie d'armement, plutôt que d'acheter des avions, des hélicoptères, des bateaux à un autre pays, vous pouvez faire du protectionnisme éducateur pour avoir votre propre savoir-faire, pour construire vos propres armes, pour ne pas être dépendant d'un autre pays. Par exemple, nous les Français pendant très longtemps, on a eu les fabriques de masse, pas de massue, manufacture d'armes de Saint-Étienne, c'est des fusils d'assaut, qui étaient l'usine a fermé dans les années 90, mais qui sont restés pendant tout le XXe siècle quasiment. Alors par contre, l'inconvénient de ce protectionnisme éducateur, c'est que ça risque de créer une rente de situation. C'est-à-dire que vous avez l'entreprise qui bénéficie d'un dumping social et qui du coup ne voit pas bien l'intérêt d'innover puisqu'elle est protégée, au chaud, tranquillement dans son coin, ça se passe bien, le marché est fermé, et petit à petit, la population du pays, comme il n'y a pas de concurrence et comme du coup il n'y a pas vraiment d'intérêt de faire de l'innovation ou d'avoir une concurrence prix, parce qu'il n'y a pas de concurrence, du coup vous pouvez garder des prix chers et des vieux produits tout pourris, les gens ils sont obligés d'acheter, ils n'ont pas le choix. Du coup, on va avoir une situation qui va en fait être à l'encontre des intérêts des acheteurs. Par exemple, au Brésil, on avait tenté de faire un protectionnisme à la façon de Linz éducateur dans le domaine de l'informatique, ce qui disait qu'au début des années 2000, les Brésiliens avaient des ordinateurs qui dataient à peu près pour nous des années 80. Ils avaient des ordinateurs vraiment tout pourris, et l'État brésilien a arrêté ce protectionnisme-là parce qu'en fait, ça n'avait pas du tout encouragé l'éducation et l'innovation, ça n'avait pas du tout fonctionné comme ils pensaient. Et il y a un deuxième type de protectionnisme qui est décrit par Kaldor. Kaldor, vous le connaissez, on l'a vu l'an dernier, c'est le type du carré magique. Et ça ressemble à celui de Linz, mais c'est un petit peu différent parce que Linz, on part du fait qu'il n'y a rien du tout. Alors, vous avez un champ, il faut construire l'usine, vraiment. Chez Kaldor, il y a déjà une industrie, mais votre industrie, elle est en perte de vitesse, elle est devenue obsolète, elle est inadaptée. Et pour Kaldor, en fait, il faut mettre temporairement un protectionnisme éducateur dans le but de laisser à l'industrie qui existe déjà la capacité de s'adapter et de redevenir à nouveau innovante et compétitive. Chez Kaldor, c'est quelque chose de temporaire pour une industrie qui existe déjà, alors que chez Linz, c'est vraiment vous avez rien du tout et vous devez créer une industrie à partir de rien du tout. Donc il faut la protéger. Voilà. Donc c'est les deux grandes théories concernant le protectionnisme. Et pour conclure cette série de vidéos sur la croissance, on va revenir, parce qu'on a commencé avec Ricardo, donc on va revenir aux sources, on pourrait dire, à Ricardo. Alors aujourd'hui, ce qui remplace le théorème, la théorie de Ricardo, parce que bon, c'était quand même il y a 250 ans, donc bon, quand même, ça fait un petit peu longtemps, donc on a une autre idée quand même entre-temps, c'est le théorème qu'on appelle le théorème HOS, qui vient du nom de ces trois inventeurs qui sont trois suédois, norvégiens, trois scandinaves, Ecker, Oin et Samuelson.
Donc pour eux, ils ont une idée qui ressemble beaucoup en fait à celle de Ricardo, mais qui, on peut dire, actualise l'idée de Ricardo. Donc pour eux, on a des facteurs de production qui sont peu mobiles. Une usine, des machines d'usine, des machines-outils, ça ne se déplace pas non plus très facilement, hein. Ça bouge pas trop tout ça, c'est pas mobile. Et ces facteurs de production peu mobiles, ils vont avoir un avantage comparatif, mais en fonction des atouts du capital et du travail. C'est-à-dire que si vous avez une super machine perfectionnée et puis que vous avez un ouvrier qui n'a pas inventé l'eau chaude et qui n'a pas de formation, ça marche pas. Voilà, faut être honnête. Donc par exemple, ce que vont dire Ecker, Owen et Samuelson, c'est que si on prend l'exemple de ma voiture, on va avoir des endroits où il va y avoir des salariés qui vont être très qualifiés. Et on va avoir, très qualifiés dans le domaine de la recherche, de l'innovation, du design, régler les injecteurs pour que le diesel ça pollue moins, des trucs comme ça. Donc à cet endroit-là, on va implanter une grosse infrastructure, des bureaux, machin, pour qu'ils fassent des prototypes de voitures plus rapides, plus propres, plus jolies, mieux. Et à un autre endroit, on va avoir une main-d'œuvre qui va être compétente, mais qui va avoir un salaire faible, avec une monnaie qui a un cours faible, donc qui permet en plus à la société mère de les payer 3 fois rien. Là, on va mettre des machines-outils pour leur permettre de construire les voitures que les ouvriers qui sont balèzes en design et en innovation ont inventées. Ça correspond beaucoup plus au fonctionnement qu'on a dans notre société contemporaine, puisque ça prend vraiment en compte le fait que c'est une société qui va produire la même chose sur différents pays, et qu'on va assembler tout ça dans une usine de montage. Puisque dans le théorème de Ricardo, si vous vous souvenez bien, en fait, dans le théorème de Ricardo, il n'y a pas de concurrence entre les pays. On fait tout, de A à Z dans un pays, et ensuite on le vend aux autres pays. Mais chez Ricardo, une FTN, ça n'existe pas. Il y a des entreprises nationales qui font tout dans le pays, du début jusqu'à la fin, conception, design, production, stratégie d'entreprise, vente, vraiment tout, et qui vendent ça ensuite aux autres pays. Alors qu'en fait, nous, dans notre monde contemporain, pas du tout. On a une société mère qui va être fortement implantée dans son pays d'origine, mais ensuite elle va délocaliser ses filiales pour profiter des avantages relatifs ou absolus des différents pays du monde et des différentes compétences, connaissances des employés aux endroits où elles se trouvent, et qui ensuite vont rapatrier la production là où sont localisés les marchés. Vos marchandises, ma voiture, avant d'être assemblée, les pièces, elles ont fait peut-être 3 ou 4 fois le tour du monde. Et tout, les iPads, avant que vous les ayez dans les mains, ils ont dû faire 3 ou 4 fois le tour du monde en bateau. Donc voilà. Donc cette théorie-là, HOS, Ecker, Owen, Samuelson, c'est celle qui en fait remplace celle de Ricardo, puisque c'est celle qui prend en compte la façon dont fonctionnent aujourd'hui les FTN et la façon dont les FTN ont organisé la division internationale du travail. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite, où on reverra le commerce, mais cette fois-ci à l'intérieur de l'Union Européenne. Et je vais me reculer un petit peu. Ça, vous pouvez voir, par solidarité pour les terminales S qui sont partis dans les Alpes. J'ai mis ma belle tenue de randonnée que j'ai pas enlevée après avoir été courir. Donc voilà. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me regardent. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Et je vous dis à demain.